social-démocratie le voit plutôt comme un ennemi. Tout ça s'explique très facilement, puisqu'on se souvient que le 4 février 1992, il a tenté un coup d'État contre le président de l'époque, Carlos Andrés Pérez, qui était lui-même membre de l'Internationale socialiste et qui a été vice-président de l'Internationale socialiste. Donc vous dites en substance, toute la gauche ne l'aime pas, mais une certaine gauche l'aime bien, celle qui est un peu à l'extrême. On le sait, quand on voit le panorama français, la gauche de la gauche, effectivement, qui analyse plus les politiques que des images telles qu'elles sont données, a effectivement éprouvé beaucoup d'intérêt pour l'action du président Chavez. Autocratie, non-respect des droits de l'homme, corruption, utilisation suspecte de la manne pétrolière, c'est ce qu'on dit dans certains médias ici en Europe. Est-ce justifié, Christophe Ventura? C'est malheureusement ce qui est colporté par certains médias européens, dont on pourrait d'ailleurs analyser la mécanique en permanence. Souvent, ces thèmes sont rapatriés en Europe via les bons services du journal El País en Espagne, qui ensuite irriguent vers les rédactions d'un certain nombre de titres. Enfin, ce sont des journaux relativement crédibles qui ne passent pas leur temps à mentir. La question se pose. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est totalement moi je ne pense infondé? pas qu'il soit crédible en la matière pour décrire de manière honnête la situation vénézuélienne, qui n'est pas une situation paradisiaque. Le Venezuela n'a jamais été un paradis sur terre, ni celui du socialisme, ni de toute autre idéologie pour le moment. C'est un pays dans lequel il y a une expérience, un processus politique qui s'est mis en place depuis 14 ans, qui vise à transformer les structures de la société vénézuélienne qui sont connues. C'est un pays du Sud, ce n'est pas un pays européen qui a des problématiques de pays du Sud, où vous avez une grande partie de l'économie qui est de l'économie informelle, où vous avez une population qui a été laminée pendant des décennies par les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, un pays qui a organisé son économie autour de sa ressource principale qu'est le pétrole. C'est un pays pétrolier. Ce n'est pas une grande découverte. Je signale aux téléspectateurs que le Venezuela fête cette année son centenaire en tant que pays pétrolier. Et jusqu'en 1949, d'ailleurs, c'était le premier producteur de pétrole au monde. Mais la manne pétrolière était entre les mains d'une oligarchie. Absolument. La grande différence, la première rupture de Chavez sur le plan économique et social, c'est précisément l'utilisation qui est faite et la reprise de souveraineté sur la ressource principale du pays pour mettre en place des politiques sociales, des politiques de justice sociale, avec toujours une ligne qui n'est pas un dogme, mais qui est une orientation, une vision politique, qui est de considérer que l'investissement dans la justice sociale, dans les politiques sociales, crée la prospérité d'une société. Et c'est ça qui est au fondement de la confrontation et de la rupture avec l'ordre globalitaire, néolibéral, le FMI, etc., etc. Alors une rupture qui a été portée par un homme qui a une personnalité, un charisme, et qui arrive, entre guillemets, à vendre ce programme à toute une population dont une majorité y a adhéré. Oui, effectivement, on voit aussi cet intérêt du chavisme, c'est le volet national, comme vous le dites, d'un processus, ou en tout cas d'une révolution qui a d'emblée été caractérisée aussi comme un processus. Et je pense qu'il faut, surtout dans les circonstances actuelles, avoir ça à l'esprit. Un processus qui donc a évolué, a connu différentes phases, notamment des phases de radicalisation aussi, suite à divers événements. On va peut-être y revenir aujourd'hui. Et puis un processus qui a eu un rayonnement. Et là, on peut noter aussi... Au-delà du Venezuela. Exactement. Alors d'abord dans la région latino-américaine et des Caraïbes, et puis aussi au-delà. On le voit bien aujourd'hui, la résonance qu'a finalement la mort d'Hugo Chavez en France, mais aussi en Europe. Le fait que les médias se concentrent autant sur cette information est aussi un signe de cet impact qu'Hugo Chavez a eu sur le plan international. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on observe différentes logiques finalement qui sont plus ou moins cachées dans ces stratégies nationales et internationales. Pour revenir justement sur sa stratégie internationale, sur la politique étrangère menée par le Venezuela à travers Hugo Chavez, Sergio Olivier, cette partie-là en tout cas a suscité énormément de critiques de la part des pays occidentaux, des États-Unis, parce que des amitiés qui étaient peu recommandables, des alliances qui semblaient contre nature. Alors pourquoi Chavez a opté pour cette manière de faire de la politique étrangère? Les réformes de Chavez, dans le cadre du Venezuela, sont liées, même en politique intérieure, à des impératifs de politique extérieure. C'est-à-dire que même dans la gestion du pétrole, par exemple, la politique pétrolière de Chavez, dès les premières années, est liée à des choix politiques de politique internationale et de désalignement par rapport à Washington.
Donc c'est une logique de diplomatie classique par rapport aux États qui sont, par rapport du moins aux gouvernants et aux gouvernements qui défraient la chronique, notamment en France, de diplomatie classique. Enfin, diplomatie classique qui peut sembler pour certains démagogique aussi, puisqu'on peut d'un côté dire on ne s'aligne pas sur les États-Unis, on a une politique dite anti-impérialiste et en même temps les échanges économiques se font avec les États-Unis et la plus grosse partie de l'exportation de la manne pétrolière va vers les États-Unis. Comment vous analysez cette contradiction? Et le premier importateur au Venezuela, c'est les États-Unis toujours à l'heure actuelle. Alors comment les modes de consommation de la société vénézuélienne sont marqués par, même chez les chavistes, par la consommation, le mode de consommation nord-américain. C'est une contradiction ou non? Alors, on peut penser que c'est une contradiction. C'est en tout cas une réalité. Oui. Le fait qu'on reste dans une structure économique qui n'a pas fondamentalement changé, notamment dans les échanges pétroliers avec les États-Unis. Maurice Lemoine. Oui, c'est une question intéressante parce que, d'une certaine manière, c'est pas vous que je mets en cause, ça prouve à quel point on n'a pas compris ce qu'est le Venezuela de Chavez. Chavez n'a jamais prétendu transformer le Venezuela en Corée du Nord ou dans l'Albanie d'Enver Hoxha, c'est-à-dire suspendre tous les échanges économiques avec qui que ce soit. Ce qu'il a prétendu, qu'effectivement, il continue à vendre du pétrole aux États-Unis. Ce qu'il a prétendu faire, et ce qu'il a fait en partie, c'est restituer le rôle de l'État, c'est reprendre le contrôle des réserves pétrolières, par exemple, et c'est établir de nouvelles règles du jeu avec les multinationales. Les multinationales n'ont pas été chassées du Venezuela. Simplement, les impôts ont augmenté considérablement, et il leur a été imposé de passer un accord d'association avec la compagnie pétrolière nationale PDVSA, dans laquelle PDVSA a par définition plus de 51%. C'est-à-dire que le Venezuela contrôle, mais en même temps, on n'a pas sorti tout le monde. On n'est pas dans une révolution style années 60 ou années 50. On est dans la recherche d'un nouveau modèle et d'un modèle en termes de relations nord-sud beaucoup plus... On peut quand même être étonné, toutes choses égales par ailleurs, que le discours anti-américain de Chavez soit d'un autre côté balancé, compensé par des exportations et des échanges économiques de haut niveau avec le même pays. Mais le Venezuela n'est pas en guerre avec les États-Unis. Le Venezuela est en contradiction bien souvent avec le gouvernement des États-Unis, mais ce n'est pas pour autant que le Venezuela va décider de se refermer et de se tourner uniquement vers la Chine ou vers la Russie, des alliés un peu douteux. Je l'ai senti, mais rappelez-vous qu'il y a simplement quelques jours, Pierre Moscovici était en Chine, si je me non, en Russie. Et François Hollande non, c'est le contraire. Pierre Moscovici était en Chine et François Hollande en Russie. Donc je veux dire, on est là dans le domaine des relations internationales classiques, pragmatiques. Peut-être pas avec des critiques... Pardon, allez-y. Je dis c'est la réelle politique et c'est un petit peu ce que suggérait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté quand même de la part d'Hugo Chavez du fait de construire cette image internationale, cette aura internationale sur son image de lutteur, de luchador et surtout de provocateur contestataire. C'est aussi pour ça que les liens se sont renforcés dans une conjoncture qui était favorable avec l'Iran. Ces liens, ils existaient déjà au sein de l'OPEP. Et le fer de lance d'Hugo Chavez, dès les premières années de son gouvernement, ça a été effectivement de revaloriser le rôle de l'OPEP sur la scène internationale et de revaloriser le rôle du Venezuela dans le cadre de l'OPEP, pour avoir une visibilité plus grande et pour mener ces projets à bien. Et dans ce cadre-là, on a une vision aussi un peu juste boutiste, d'une politique de provocation à l'égard des États-Unis, mais aussi pragmatique. C'est-à-dire que s'allier avec ce genre de pays, je pense à la Russie par exemple, ça a permis aussi au Venezuela de contourner certaines injonctions, notamment de la part des États-Unis. Alors Hugo Chavez, contestateur, Hugo Chavez, provocateur, regardez. Des provocations, il avait fait sa spécialité. Hier, le diable est venu ici. Jusqu'à la tribune de l'ONU. Ici même, et ça sent encore le soufre. Au lendemain d'un discours du président des États-Unis. Hugo Chavez désigne George Bush, son ennemi juré, dont il moque en public les mimiques de cow-boy et adresse à maintes reprises ses amabilités. Il est comme un vieux disque rayé qui fait blablabla, terrorisme, narcotrafic, sécurité, Irak et blablabla. Du militaire rebelle au président insoumis. Son premier coup d'éclat remonte à 1992. Chavez tente de prendre le pouvoir par les armes. Coup d'État manqué.
Emprisonné, il devient un héros national. Fin 98, il est élu président par les urnes. Et chaque dimanche, il anime une émission de télévision. Ce jour-là, il annonce en direct le licenciement des patrons de sociétés pétrolières. Hors-jeu. Éliminé. Merci pour vos services. Dans ces discours fleuves, celui qui aurait aimé devenir joueur de baseball ou chanteur multiplie les exubérances. Il devient l'ami des ennemis de l'Amérique, l'Iranien Ahmadinejad, le Syrien Bachar al-Assad, Kadhafi qu'il défendra jusqu'au bout et Fidel Castro, son mentor en politique. Chavez provoque jusqu'à irriter les grands de ce monde. Pourquoi tu ne te tais pas, lui lance Juan Carlos, le roi d'Espagne, lors de ce sommet au Chili. Populiste pour les uns, proche du peuple pour les autres, jusqu'au bout, jusque dans la maladie, Hugo Chavez aura affiché l'image d'un infatigable battant. Christophe Ventura, commentaire, parce que vous parlez justement du traitement médiatique du bilan de Chavez. Est-ce qu'il y a dans ce reportage des éléments qui vous ont choqué? Oh bah, choqué non, parce qu'on commence un peu à être habitué et je pense que ça prend de moins en moins. Au-delà de l'habitude. Pardon? Au-delà de l'habitude, juste. Non, mais je veux dire, le traitement médiatique sur le Venezuela, ça fait 14 ans qu'on le voit à l'œuvre et je crois d'ailleurs qu'il est de moins en moins efficace, il nous prend de moins en moins sur les opinions publiques. En France ou ailleurs, d'ailleurs. Qu'est-ce qui ne serait pas vrai ou conforme à la réalité dans ce reportage? C'est pas à vous que je vais apprendre qu'en général, le rendu médiatique est une construction sur un objet qui n'est jamais neutre. Oui. Hein, donc il n'y a pas de ce point de vue-là. C'est sur ce rendu médiatique que je voudrais que Oui, je vais en dire deux mots. Oui. Non, simplement, je pense que, évidemment, Hugo Chavez, comme ça a été dit à juste titre, est un chef d'État qui a développé une stratégie internationale des alliances avec lesquelles on peut ou pas être d'accord, par ailleurs. Mais d'ailleurs, ce sont des relations d'État à État. Et c'est vrai pour tous les pays. Il y a beaucoup de pays, à commencer par le nôtre, qui a des liens avec un certain nombre de régimes dont on pense qu'ils ne sont pas recommandables. Mais c'est la réelle politique dont parlait tout à l'heure Adeline Joffre. Mais il faut faire remarquer d'abord, que la société vénézuélienne, fort différente de la France par ailleurs, ne ressemble en rien aux sociétés des régimes dont on parle lorsqu'on parle de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite, etc. Le Venezuela, la population vénézuélienne ne vit pas du tout les réalités, n'est pas opprimée comme le sont ces populations-là, donc il faut rappeler ça. Et le deuxième point, c'est que, si vous voulez, lorsque, disons, les gens qui s'intéressent au Venezuela, c'est pour ce que fait, ou ce qu'a fait Chavez, et qui continuera, je pense qu'on en parlera, dans la société vénézuélienne. Oui. Pour le reste, c'est une stratégie de pays pétroliers avec l'OPEP, etc., tout ce qu'on a vu derrière, qui a cherché à diversifier ses alliances pour ne pas être que dans les mains des États-Unis. Adeline Joffre? Alors je pense que la stratégie de diversification, elle a été affichée effectivement par rapport aux États-Unis notamment, avec les liens avec la Chine et avec d'autres pays. Mais néanmoins, on peut se poser la question quand on voit les revers finalement qu'a connu cette stratégie diplomatique parfois avec le soutien avec Muammar Kadhafi ou encore avec le soutien à Bachar al-Assad. Oui. On a vu à ce moment-là des questions émerger sur la nature démocratique du processus de révolution bolivarienne. Oui. Et là, on voit qu'il y a une dissociation, qu'il y a effectivement des logiques qui sont différentes. Contradictoires. Contradictoires, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas que des logiques réalistes non plus derrière ces relations. Il y a une volonté, ou une défense de la souveraineté qui va, disons, qui pousse la logique dans ces retranchements à l'extrême aussi. Serge Olivier? Alors, rapidement sur ce point, si on sépare la réelle politique internationale que tout État pratique dans le monde et la politique intérieure, là où se retrouvent les exigences de démocratie, le cas de ces alliances avec le Venezuela, c'est du Venezuela avec par exemple la Libye de Kadhafi, c'est que à l'interne, les alliances avec ces leaders, donc sont Ahmadinejad ou qu'a été Kadhafi, a été symbolisé, survalorisé à l'intérieur au Venezuela. Kadhafi a reçu médiatiquement, Kadhafi a reçu une épée de Bolivar, donc qui est un symbole extrêmement fort au Venezuela. Donc totalement assumé.
Ça a été totalement assumé à l'intérieur. Et Kadhafi a été valorisé comme étant encore un autre commandante presque contre l'impérialisme nord-américain. Deux choses pour peut-être clore ce thème ou ne pas le clore. Dans ce que Christophe Ventura décrit comme la construction médiatique, il a été mentionné dans le reportage, et à juste titre, y compris, j'en ai fait mention tout à l'heure, le coup d'État de Hugo Chavez le 4 février 1992. Mais on ne peut pas comprendre l'histoire si on ne rappelle pas ce qui s'est passé 3 ans auparavant. C'est-à-dire qu'à la suite d'un ajustement structurel imposé par le FMI, des mesures ont été prises qui ont mis la population dans tous les mois. La population s'est révoltée et cette révolte a été réprimée d'une manière extrêmement brutale puisqu'on estime, suivant les chiffres, qu'il y a eu entre 300 et 3000 morts. Je ne me prononce pas. Et c'est à la suite de cette répression que le lieutenant-colonel Hugo Chavez a décidé qu'il fallait en terminer avec cette démocratie injuste et corrompue. Ne parle pas de ce qui est avant, ne parle pas non plus de ces victoires électorales tout à fait démocratiques. Mais dans la perception qui reste chez les gens qui ne connaissent pas le Venezuela, c'est que Chavez au départ est un golpiste. Et donc c'est l'équivalent de Pinochet par exemple, ou de Videla en Argentine. Or ça n'a strictement rien à voir. Un mot, Christophe Ventura. Je voulais un peu compléter ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on peut contester les relations, un certain nombre d'alliances stratégiques du Venezuela, encore une fois avec le bémol, en prenant en compte le fait que c'est une stratégie de relations d'État comme la France ou d'autres. Mais je voulais dire que... Avec un peu de provocation quand même à la clé, non Oui, mais Chavez était... De toute façon, c'est un personnage qui ne correspond pas aux normes du dirigeant politique ou de l'homme politique classique européen. Ça, là-dessus, c'est une évidence. Vous avez dans ce pays, au Venezuela, une redécouverte... Mais comme souvent les autocrates, hein. Ben oui, mais non, enfin, autocrate, je rappelle que Chavez a été élu en permanence, c'est le pays où on a le plus voté depuis 15 ans. Il y a une culture électorale au Venezuela qui est tout à fait saisissante et absolument une effervescence, si vous voulez, de la culture électorale qui nous laisserait pantois ici, nous, en Europe, lorsqu'on voit aujourd'hui la manière dont la politique s'organise comme une impuissance scénarisée. Le Venezuela, c'est exactement l'inverse. C'est un pays qui a découvert, avec tout ce processus, eh bien, que la politique était synonyme d'action. Que la politique est synonyme d'action et que la politique au poste de commandement peut faire bouger les lignes dans une société et dans l'environnement d'un pays au niveau international. Et je rappelle une banalité qui est de dire que l'environnement au Venezuela, c'est les États-Unis qui, jusqu'à 2000-2005, prétendaient régimenter et dominer outrageusement encore l'Amérique latine à travers en particulier les accords de libre-échange et le projet à l'époque de zone de libre-échange d'Amérique que Chavez, avec Lula, les Argentins de Kirchner et les autres ont stoppé. Voilà, donc c'est tout ça l'environnement de ce continent-là qu'il faut que les téléspectateurs prennent en compte pour commencer à comprendre en quelque sorte le sens de cette expérience. Nous a rejoint comme chaque semaine Julien Pain en collaboration avec les observateurs de France 24, la chaîne française d'information internationale. Alors vous avez scruté, Julien, comme chaque semaine, les commentaires sur la mort de Hugo Chavez sur la toile. Alors évidemment, Hugo Chavez divise dans la rue, il divise ce plateau, et ben il divise aussi les réseaux sociaux, vous l'imaginez. Je vais vous faire un petit florilège de réactions à la mort d'Hugo Chavez. Et je vous propose de commencer au Venezuela, à Caracas, avec un blogueur qui s'appelle Thomas Ramirez, qui m'a parlé par webcam. Voilà ce qu'il m'a dit de la mort d'Hugo Chavez. On ne peut pas nier que Chavez avait une popularité énorme, notamment chez les plus pauvres. Mais le chavisme, c'est comme une religion. On se convertissait au chavisme. C'est sûr, de l'étranger, on voyait Chavez comme une sorte de Che Guevara, et c'est l'image qu'il va laisser. Et c'est vrai qu'en campagne, il était comme Mandela, mais il gouvernait comme Mugabe. Il gouvernait comme Mugabe. Alors il a dit surtout, le chavisme, c'était comme une religion. Alors une religion où le grand leader peut dire un peu parfois n'importe quoi sans... il a fait beaucoup d'affirmations qui étaient difficiles à confirmer. Je voulais juste vous donner un exemple. C'est une vidéo qui circule aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je vous propose d'écouter Hugo Chavez lui-même sous-titré en français. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto, no lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy, muy, muy extraño, que nos haya dado cáncer
a Lugo, al presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Después vengo yo y ¡pum! Entrando en año electoral. Oui, alors là, en substance, c'est une accusation de... Le cancer inoculé par les Américains, oui. On n'a pas vraiment de preuves pour ça. Alors évidemment, beaucoup diront que comme tous les journalistes occidentaux, je suis anti-chaviste, anti-révolution bolivarienne. Et d'ailleurs, sur Internet, on trouve ce genre de photos. On en trouve beaucoup. Par exemple, là, c'était lors des funérailles. Et la photo, c'est regarder le monde qu'il y avait lors des funérailles. Ils disent plus de 9 millions de personnes. Les médias occidentaux, les démocraties occidentales n'en parlent pas, montrent quelques personnes, ils ne montrent pas le soutien qu'il y avait pour Hugo Chavez. Alors, par acquis de conscience, moi qui travaille pour France 24, je suis allé quand même vérifier si c'était vrai ou pas. Et je vais vous montrer l'extrait qu'on a montré le jour des funérailles d'Hugo Chavez. Depuis vendredi, plus de 2 millions de Vénézuéliens sont déjà venus s'incliner devant la dépouille de leur président. Un flot ininterrompu, plus de 4 km de queue, 24 heures sur 24, pour accéder à la chapelle ardente. En gros, personne ne dit que Hugo Chavez n'avait pas de soutien, et je pense que même les médias internationaux le disaient aussi. J'ai voulu m'intéresser aussi aux critiques qui revenaient souvent, on en a parlé tout à l'heure, les soutiens d'Hugo Chavez, c'est une des critiques qui revient énormément. J'ai donc parlé avec un Iranien pour lui demander, lui, comment il voyait Hugo Chavez et les relations entre Hugo Chavez et le président Ahmadinejad. Sachant qu'il a assisté à ces funérailles. Voilà, et il s'appelle donc Arash Kamangir, on l'écoute maintenant. Chavez et Ahmadinejad, de même que le régime iranien et le régime vénézuélien, ont beaucoup de similarités. La première de ces ressemblances, c'est que tous les deux détestent les États-Unis, ils détestent les Américains. Et les deux se servent des revenus du pétrole pour faire avancer leur agenda politique. Et puis je me rappelle de la façon dont ces deux leaders se comportaient lorsqu'ils étaient ensemble. Ils étaient très amis. Et je suis sûr qu'Ahmadinejad va beaucoup regretter Hugo Chavez. Mais ce qu'il y a de fantastique avec Internet, c'est quand on a une critique, on trouve toujours son antidote aussi. Oui. Et donc, en réponse à ça, il y avait des gens qui postaient une image que je vais vous montrer maintenant sur le net. Voilà, c'est une image qui sortait pour dire les amitiés douteuses de Chavez. Ah, mais si on monte un président avec tous les présidents du monde, effectivement, là, on va pas s'en sortir, quand même que, avant de devenir le paria, eh bien, Saddam Hussein avait rencontré Chirac, que pas longtemps avant, Mitterrand avec Kadhafi. La réelle politique, on en a parlé tout à l'heure, elle existe pour tous. Et la diabolisation, effectivement, de Hugo Chavez pour ses amitiés, on peut aussi regarder de notre côté, mais ça c'est quelque chose qu'on peut peut-être discuter ensemble. Hein. Absolument, et justement, est-ce qu'on revient sur ce traitement médiatique et la question de ces photos, mais là on est au-delà des photos quand même, Julien. Quand on parle d'Hugo Chavez, c'est une stratégie politique assumée, vous l'avez dit Serge Olivier, on est au-delà d'une photo dans le cadre d'un sommet international, d'une conférence à l'ONU. Maurice Lemoine. Oui, ce qui me frappe, non, c'est intéressant le débat qui vient d'être lancé, parce que ce qui me frappe en fait d'une certaine manière, on parle des obsèques de Chavez, on parle de chef d'État et on parle d'un chef d'État, Ahmadinejad. C'est tout. Or, lorsqu'on examine les réactions à la mort d'Hugo Chavez... On parle surtout de Ahmadinejad parce qu'il est aussi sur le devant de la scène. Il y a un dossier sur le nucléaire iranien. Il y a une amitié qui est un peu plus sulfureuse que d'autres. C'est vrai, mais je veux dire, en 2009, par exemple, Lula a été déclaré l'homme de l'année par le quotidien Le Monde. Il était présent aussi. Et je m'étonne que le quotidien Le Monde, hier, mette en une la seule photo d'Ahmadinejad aux obsèques de Hugo Chavez. Vous savez que les Iraniens aussi ont mis la photo d'Ahmadinejad pour d'autres raisons. Oui, y compris, il a des problèmes parce qu'il a embrassé la... Voilà, parce qu'il a fait une accolade à... Mais simplement, le Venezuela bolivarien, parce que là encore, évidemment, on est en train de resserrer autour du personnage de Chavez, mais le Venezuela d'aujourd'hui, c'est pas uniquement de Chavez, c'est un processus. Hein, c'est à la fois une culture politique qui a été... très travaillé par Chavez, c'est une communauté émotionnelle, on l'a vu, et puis c'est aussi une identité de classe. Hein. Mais si on prend les déclarations des présidents latino-américains, parce qu'il n'y avait pas qu'Ahmadinejad quand même aux obsèques, on se rend compte qu'y compris... Il y avait aussi Victorin Lurel, on va en parler dans un instant, le ministre des Outre-mer français. Très pertinemment et très courageux, et je crois qu'on va lui faire payer la note. Mais par exemple, le président Lula, le président Santos, qui la Colombie a longtemps été présenté comme une adversaire du Venezuela, qui a fait des commentaires extrêmement élogieux, le président
président du Chili, Piñera, qui représente la droite latino-américaine, a fait des commentaires élogieux. Donc, dans la construction médiatique, c'est vrai que cette polarisation sur Ahmadinejad ou sur Kadhafi, qui avait planté sa tente à Paris il n'y a pas si longtemps, vous semble un peu déplacé. Participe effectivement d'une construction médiatique. Julien, je vous donne la parole, Christophe. Ça m'intéresserait d'avoir votre réaction sur l'extrait qu'on a montré sur le cancer. Le fait que Chavez, quand même, devant des milliers de personnes à la télévision, affirme, sans donner le début d'une preuve, que peut-être... C'est difficile de donner des preuves scientifiques sur la capacité d'inoculer le cancer. En tant qu'homme d'État, est-ce que vous, par exemple, vous pensez que les Américains ont peut-être inoculé le cancer à Chavez? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pensez qu'un homme d'État, face à sa population, peut sortir des informations comme ça sans avoir les preuves, sans avoir rien pour les... Vous savez, juste avant que vous répondiez sur cet aspect-là, récemment, sur la question du polonium lié à Arafat, par exemple, on était dans un scénario... voilà, il y a une enquête en cours, comment il est mort, etc. Il peut toujours y avoir des discours qui lancent un peu... Oui, mais on est dans la théorie du complot. Est-ce que vous avez souvenir d'un chef d'État autre que Hugo Chavez et Fidel Castro, évidemment, qui sortaient ce genre de choses à la télévision nationale? Effectivement, ils ont un commentaire des invités. Christophe Ventura d'abord. Christophe Ventura, attendez, Maurice. En ce qui concerne Fidel Castro... Il y a eu effectivement des tentatives d'assassiner Fidel Castro, y compris en empoisonnant. Moi, je ne suis pas dans la théorie du complot. Donc je suis extrêmement réservé par rapport à ces déclarations. Cela étant, vous l'avez dit, on est dans un contexte qui peut permettre d'imaginer. Je ne cautionne pas Yasser Arafat, il y a actuellement une enquête médicale. On vient d'exhumer Pablo Neruda au Chili, dont on se demande s'il est mort naturellement ou s'il a été assassiné par la dictature chilienne. Donc il y a un contexte qui peut permettre d'imaginer ce genre de choses. Après, oui, et entre imaginer un discours, effectivement, comme le dit Julien, assumé d'un président, c'est un peu... qui parle de lui-même en plus. Oui. Alors juste pour Serge Olivier, je vous donne la parole. Si vous permettez de le faire ressortir des débats internationaux et le resituer au Venezuela, les théories du complot ont bon train au Venezuela. Ce discours de Chavez était adressé à des Vénézuéliens, à des électeurs vénézuéliens et pas à un auditoire international. En tout cas, avant tout, à des Vénézuéliens. Les théories du complot au Venezuela, ça a bon train, d'une part comme de l'autre. Du côté chaviste comme du côté anti-chaviste. Par exemple, à chaque élection, on l'a encore revu en 2012, tout le monde se pose la question pendant les mois avant, s'il y aura un coup d'État militaire. L'opposition parlait de autogolpe, de coup d'État préventif de la part d'un gouvernement qui allait forcément perdre les élections, selon eux. Et les chavistes parlaient, ou du moins des chavistes, de l'autre sens, parlaient d'un coup d'État conservateur comme en 2002. Donc oui, il y a une défiance forte et qui fait le terreau de ce genre de déclaration que Chavez a utilisé, donc ce terrain de défiance vis-à-vis de l'adversaire. Et Chavez l'a utilisé à son compte aussi. L'opposition. Oui, je reviens sur la question avant, mais il y avait une première interrogation de nouveau sur les alliances, etc. C'est ce que disait Maurice Lehmann qui me faisait penser. Je rappelle aussi quand même que la position du Venezuela sur un certain nombre de dossiers internationaux comme la Syrie, l'Iran, etc. n'est pas une exclusivité vénézuélienne. C'est toute la diplomatie latino-américaine qui est sur ces positions-là. Vous pouvez voir ce que les Argentins, les Brésiliens, les Équatoriens, etc. Sur tous ces dossiers-là, c'est une position latino-américaine. Sur l'Honduras, par exemple. Oui, mais aussi sur l'Iran. Je vous rappelle, par exemple, que le Brésil a essayé vainement, pour l'instant, en s'affrontant au Conseil de sécurité de l'ONU, de trouver une solution alternative avec les Turcs dans le dossier iranien nucléaire dont vous parliez. Donc, si vous voulez, tous les latino-américains sont sur cette position. Ce n'était pas une exclusivité de Chavez. Chavez la met en scène de manière spécifique et singulière, mais si vous voulez, ça c'est la pointe de l'iceberg qui cache la réalité. La réalité, c'est que c'est une diplomatie générale en Amérique latine qui répond aux logiques de l'OPEP, de positionnement par rapport au pays, non-alignement, et qui a une rationalité. C'est simplement ça, je veux vous dire. On peut la critiquer, on peut la contester. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec l'alliance de Chavez avec l'Iran, etc. Mais il y a une rationalité politique. Ce n'est pas un truc fou ou complètement délirant. Non, il y a une rationalité politique très forte et qui se retrouve partout en Amérique latine. Ça, c'est pour ce point. Sur cette affaire... Bon, moi, franchement, je me garderais bien de toute opinion là-dessus. Je regarde un peu en circonspect ce qui est dit là. Le problème, c'est qu'évidemment, la théorie du complot, on connaît bien, et elle se nourrit en général de choses qui ne sont pas complètement, comment dirais-je... On sent là l'instrumentalisation politique en période préélectorale, quand même. Le problème, si vous voulez... D'ailleurs, je vous signale, je pense à ça, qu'aujourd'hui, où il n'y a pas très longtemps, le respectable The Guardian, le quotidien anglais de centre-gauche, a fait un long article sur cette question-là,
en reprenant de Arafat, etc., et en expliquant qu'on ne peut pas répondre à ces questions-là. Ouais. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. Oui, mais on ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non, donc on ne peut pas l'annoncer de cette manière forcément Certes. peu... Voilà. Oui, Julien. L'opposition, pour être très honnête, a recours au même type de théorie du complot. Ouais. Par exemple, ce qui circulait beaucoup, j'en ai pas parlé ici, c'est sur la fortune présumée d'Hugo Chavez. Il y a des papiers entiers qui affirment qu'il a une fortune de 500 millions de dollars. Idem sur Fidel Castro, il n'y a pas le début d'une preuve de ça. La politique dans ce pays est très polarisée et s'appuie sur beaucoup de rumeurs et de choses infondées. Justement, juste pour terminer peut-être cette partie de la discussion, oui. On voit bien depuis hier la polarisation qui justement est en train de vraiment se reconstruire entre l'opposition et Nicolás Maduro. Donc on a vraiment on va des revenir sur cet aspect tensions interne. On va terminer là-dessus par le commentaire de la classe politique française, alors un peu réservé jusqu'au moment où elle s'est lâchée sur les interventions de Victorin Lurel, qui est le ministre français des Outre-mer, qui a eu de manière spontanée un certain nombre de commentaires sur, d'une part, les funérailles et d'autre part, la politique et la vision d'Hugo Chavez en le comparant au général de Gaulle et à Léon Blum. Alors, qu'avez-vous pensé de cette réaction sur ces propos qui ont été critiqués par toute la classe politique, y compris par Jean-Luc Mélenchon, qui, a priori, soutenait en tout cas l'action d'Hugo Chavez? Maurice Lemoine. Je dirais que je suis plus d'accord dans ce cas-là. Je n'ai pas suivi les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, mais je suis plus d'accord avec notre ministre que Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire, c'est pour un homme politique français, c'est extrêmement courageux. Après, on peut décider de la pertinence ou non, mais d'un seul coup, de sortir un petit peu du moule des idées complètement reçues. Et l'idée que ce serait un mélange de Chavez, il y a dit aussi une chose, s'il y avait plus de dictateurs comme Chavez dans le monde, ça n'irait pas plus mal. Hein. Je suis en train d'une certaine manière, c'est quand même ce que pensent les Vénézuéliens, c'est ce que pensent beaucoup de Latino-Américains. De Gaulle et Blum, pourquoi pas? Je veux dire, De Gaulle, on va dire très vite que c'était l'indépendance nationale. C'est la perception, ça pourrait être la perception de Vénézuéliens. C'est l'indépendance nationale, c'est le non-alignement. Et puis Blum, ma foi, c'est les politiques sociales. Donc moi, je trouve ça finalement une analyse assez pertinente. Oui. Sauf qu'on ne peut l'avoir que d'un seul côté, alors que pour Hugo Chavez, il y a d'autres aspects qu'on pourrait critiquer de la même manière. Mais sur De Gaulle aussi et sur Blum aussi. Hein. Alors, ouais, pour être très honnête aussi, on va faire un peu de critique médiatique. La polémique est aussi partie du fait que la phrase avait été tronquée. S'il y avait plus de dictateurs, le monde s'en sentirait mieux. Sauf qu'il avait dit juste avant qu'il ne considérait pas Hugo Chavez comme un dictateur. Probablement que la phrase n'aurait pas eu le même effet si elle n'avait pas été tronquée. Je trouve que la polémique, elle a été aussi un peu montée en épingle. Voilà. Montée en épingle. Merci infiniment, Julien, pour cette chronique très, très complète. On va se retrouver pour parler de la situation interne du Venezuela, de son avenir, mais aussi du bilan et de la perception de la population du chavisme, juste après ce reportage justement qui va nous montrer comment la manne pétrolière a été aussi consacrée aux plus pauvres au Venezuela. Regardez. À flanc de colline, un enchevêtrement anarchique de briques et de tôles, ce sont les barrios de Caracas, des bidonvilles où l'étranger n'est pas le bienvenu. Encore moins depuis la mort de Chavez, dont le portrait est partout. Ces hommes sont des miliciens du parti de Chavez, des bénévoles armés qui nous déconseillent vivement d'aller plus loin. On n'en ressortirait pas vivant. Ils pensent de toute façon que nous, les Occidentaux, dirons forcément du mal de leur leader défunt. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Chavez s'est occupé des pauvres, de ceux qui n'avaient pas de cuisinière dans leur maison, de ceux dont les enfants n'allaient pas à l'école. Cet autre bidonville, celui de Petare, est l'un des plus dangereux de Caracas. Certains jours, un meurtre toutes les demi-heures. Les habitants se barricadent, mais en cette période de deuil, ils refusent de parler de l'insécurité. Cette mère de famille remercie Chavez d'avoir fait venir des milliers de médecins cubains pour soigner les Vénézuéliens. Fidel Castro fut le mentor de Chavez. Dans ma maison, j'ai logé 4 de ces médecins pendant 4 ans. Une population sortie en partie de la misère grâce à ces marchés de nourriture subventionnés par l'État et inventés par Chavez. 1 kilo de riz vaut 2000 bolivars sur ces marchés, alors qu'ailleurs, ça coûte 8000 bolivars. Toute la nuit, la foule s'est rassemblée devant l'académie militaire où a été déposé et ouvert le cercueil du défunt.
Le chavisme a donc une assise électorale incontestable, mais résistera-t-il à la disparition de son leader alors que des pans entiers de l'économie de ce pays sont en ruine? Alors, recul certain de la pauvreté pendant ces 14 années de gouvernement Chavez, mais en même temps, beaucoup de choses à faire encore. Est-ce que la manne pétrolière suffira à éradiquer complètement la pauvreté et à changer la société vénézuélienne? Maurice ou Christophe? Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est le grand défi, bien sûr. C'est le grand défi de l'avenir pour le Venezuela. Ils le savent depuis longtemps. C'est une économie qui est largement organisée autour du pétrole et donc est dépendante par ailleurs des fluctuations des prix énergétiques qui sont plutôt pour l'instant bons et a priori qui ne vont pas être mauvais du fait de la pénurie énergétique mondiale, etc. Mais évidemment, le grand défi du Venezuela, c'est de diversifier son économie, c'est de construire une économie qui n'a jamais existé dans ce pays. Ça, c'est pas que de Chavez et depuis 98, comme je disais tout à l'heure, depuis le début du XXe siècle, c'est le profil de l'appareil productif de ce pays qui est de tourner autour de ce pétrole. Bon, ça, c'est des choses qui prennent du temps, et surtout quand vous êtes dans un système où vous avez une dispute autour de la ressource et autour d'autres choses qui, arbitrées par des élections, fait que vous avez des politiques qui peuvent arriver jusqu'à un certain bout, d'autres pas, il y a des contradictions, etc. Bon, ça, c'est le grand défi. Non, mais est-ce que prendre de l'argent d'ailleurs qui a augmenté de manière substantielle, puisque je crois que le prix du baril a été multiplié par 10 pendant la période de gouvernance de Chavez, et dire, voilà, je vais distribuer aux pauvres. Est-ce que c'est une politique économique? C'est pas, voilà, je distribue aux pauvres. C'est pas ça. C'est mettre en place des programmes qui vont venir se suppléer les défaillances d'un État qui était réduit à peau de chagrin et totalement inefficace, pour construire peu à peu une institutionnalisation de politique sociale, de services publics, d'infrastructures, etc. etc. C'est ça l'orientation. Donc c'est pas une distribution comme ça où les gens reçoivent chaque jour un chèque ou de l'argent liquide. C'est des investissements de l'État pour construire l'État et construire les infrastructures du pays. Ils n'y sont pas encore arrivés. À mon avis, ils ne sont pas encore arrivés à ça. Parce que les gens qu'on voit parler, ou qu'on montre dans les médias encore avec la réserve qui s'impose, c'est j'ai pu acheter une télé, un frigo, j'en avais pas avant, etc. C'est d'une certaine manière la sortie de la pauvreté, pour beaucoup, même des millions de Vénézuéliens, de l'indigence, c'est-à-dire que ces gens-là ne pouvaient même pas reconduire leurs conditions d'existence au jour le jour, à effectivement un niveau de vie qui commence à être celui de standards plus communs. Plus conforme aux richesses du pays, peut-être, Serge Olivier. Il y a quand même des problèmes plus structurel, plus profond. Déjà, c'est celui du regard porté sur ces 14 années. Comme disent les historiens, on a des différents régimes d'historicité par rapport à la figure du chavisme, c'est-à-dire de sens subjectif accordé à l'histoire du chavisme. Certains pensent que c'est une construction, d'autres une déconstruction. C'est un regard porté, forcément subjectif. Cela dit, oui, le Venezuela, depuis 80 ans, en gros, est un État, un pétro-État. Il a commencé à exporter il y a 100 ans. Depuis 80 ans, c'est la première exportation du Venezuela. C'est un fait. Si on compare avec les États pétroliers du monde, il y a ceux qui, effectivement, ont connu un niveau de développement impressionnant. Il n'y a que la Norvège qui s'en sort très bien avec le pétrole. De toute façon. Il y a que la Norvège qui s'en sort bien avec le pétrole. La maladie hollandaise, qui est classique, qui est connue dans les pays pétroliers, de l'Algérie au Venezuela, en passant par les autres, ils ont ces problématiques-là. Cela étant dit, il y a des problèmes internes économiques liés au chavisme. Alors, il y a cette politique sociale qui, vous l'avez bien dit, est une politique de compensation. Par définition, la politique sociale, c'est quand la politique économique ne marche pas, donc il y a des manques à combler. Et dans le pays du Venezuela, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que l'industrie pétrolière génère directement et indirectement, grosso modo, 200 000 emplois. Pour un pays qui fait près de 30 millions d'habitants. Donc, si on ne distribue pas, ce n'est pas de la redistribution, c'est de la distribution. Attention, ça ne vient pas des impôts. Si c'est très important au niveau de la symbolique politique de cette distribution-là. Si on ne distribue pas donc, à ceux qui sont en dehors du secteur économique pétrolier, c'est les condamner à une pauvreté extrêmement forte. Cela étant dit, économiquement, ça ne s'est pas arrangé. Et depuis 4 ans, depuis 6 ans, depuis 4-5 ans, la situation économique au Venezuela, depuis 2008, c'est lié à la crise, mais pas seulement. La situation économique au Venezuela ne s'est pas arrangée, l'inflation est extrêmement forte. Il y a donc d'un côté le marché subventionné pour les Vénézuéliens pauvres, et de l'autre l'économie donc non subventionnée, des prix qui s'envolent. Le bolivar a été dévalué il y a un mois de 30%, la monnaie ne va pas bien, les importations ne vont pas bien, et la production nationale agricole, par exemple,
ne va pas bien depuis 4 ans, ça n'a pas augmenté, la production brute. Adeline Joff, ce sont les limites du chavisme? Je crois que là, on est effectivement dans certaines limites, et voire certains points noirs aussi du chavisme. On a un pays pétrolier, donc ça, c'est pas nouveau, effectivement. Après, on a une rupture aussi qui consiste plutôt dans l'utilisation de la rente, et ça a été un choix politique aussi de Chavez. Et la contrepartie, ça a été moins d'investissement aussi dans l'industrie. On a vu des gouvernements précédents qui l'avaient fait, avec des résultats aussi mitigés, et la crise effectivement des années 80-90 qui a grosso modo mené Chavez au pouvoir. Et on a de fait de vraies questions qui se posent, notamment au niveau de l'industrie pétrolière. On a vu ces dernières années 2 catastrophes assez importantes qui ont montré les limites, notamment au niveau de la maintenance des infrastructures de cette industrie. Donc ça pose question. On a vu aussi des quotas de l'OPEP qui n'étaient pas atteints. Donc la question du maintien des investissements dans cette industrie-là, qui est centrale pour le pays, et puis la question aussi de la diversification qui reste à réaliser. Et je rappelle aussi qu'un des fers de lance de Chavez, c'était la souveraineté, et aussi la souveraineté alimentaire. Et là, on se retrouve dans une situation aujourd'hui qui est difficile de ce point de vue-là. Maurice Lemoine, pardon. Là, probablement, c'est Nicolas Maduro qui sera élu. Il se présente comme l'héritier de Chavez, même comme son fils, puisque récemment, dans une altercation verbale avec l'opposant, il a dit voilà, il y a eu Chavez, moi je suis son fils, donc il compte continuer dans cette voie. Est-ce qu'il peut réussir quand on a entendu cette difficulté à diversifier l'économie, à créer une dynamique nouvelle au-delà des aides sociales, des programmes sociaux dont vous avez parlé excellemment? Voilà, bon, moi je suis journaliste, donc j'évite de faire des pronostics. Cela étant, si l'on prend tous les paramètres de la société vénézuélienne, la tendance est de penser qu'il va réussir. Bon. Après, je ne vais pas vous dire que le chavisme va durer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça on ne sait pas. Ce qu'on a souvent occulté ou ignoré, parce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un phénomène quand même collectif au Venezuela. C'est-à-dire que contrairement à une idée reçue, on n'a pas au sommet de son baril de pétrole, hier Hugo Chavez ou demain Nicolas Maduro, qui fait tomber la manne sur le peuple. Et qui donc se fait réélire parce qu'il a acheté des consciences. Il y a eu une tentative au Venezuela, et elle a en partie avancé, elle n'a pas réussi complètement, de ce que Chavez appelait la démocratie participative. C'est-à-dire que la conscience politique du peuple vénézuélien est née avec Chavez. Les fameux allo presidente qu'on lui a beaucoup reproché ont été aussi des cours pédagogiques pour expliquer ce qu'était la Constitution, le marché international, le pétrole, etc. Et donc ce système s'est mis en place avec un certain nombre, depuis 2008, les cercles bolivariens, les communautés, les conseils communaux, les communautés des terres urbaines, etc., dans lesquels la population a largement participé. De sorte qu'elle a aujourd'hui une conscience politique, et que même en imaginant un dirigeant chaviste qui prétendrait faire un virage à 180 degrés, ça serait difficilement possible compte tenu de la conscience politique qu'ont aujourd'hui les Vénézuéliens. Ce n'est évidemment pas le cas de Nicolas Maduro, qui lui, évidemment, succédant à Chavez et faisant partie de la révolution bolivarienne depuis le départ, va suivre sans doute la voie de Chavez, évidemment sans le charisme de Chavez. Sur la question économique, je partage ce qui a été dit. C'est vrai que la situation pose un certain nombre de problèmes. Il y a des contradictions, il y a des situations liées à l'inflation, il y a au double taux de la monnaie qui sont tout à fait intenables. L'inflation est à peu près 20%. Oui, c'est ça. Vous avez même plus d'ailleurs. Voilà. Vous avez plus autour de 27 que de 20. Voilà, tout ça. Officiellement. Tout ça ne sont pas des bons points. C'est indéniable. Maintenant, je pense que on va voir aujourd'hui ce que va faire le prochain gouvernement, parce qu'ils savent qu'ils ont à gérer ces problèmes-là, parce que ça touche au concret des gens. Donc, on ne peut pas pronostiquer pour l'instant, mais si vous voulez, je pense qu'il n'y a pas
aujourd'hui, on ne nie pas au Venezuela les problèmes économiques qui existent. Il ne s'agit pas de nier, mais voilà. En même temps, la présentation, cette espèce d'économie hybride où on a des subventions, où on aide les gens, où on leur permet d'acquérir un certain nombre de biens, et à côté, une économie entre guillemets de marché qui continue à fonctionner, peut-être que ce mélange peut être aussi explosif. Mais comme je vous disais, c'est malheureusement plus compliqué parce que vous êtes dans un pays qui a un profil de pays du Sud, qui est un pays exportateur, c'est vrai du Venezuela ou de tout autre pays en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Il se trouve qu'eux, ils ont les problématiques spécifiques du pétrole. Mais si vous voulez, c'est un pays qui est dans la chaîne de production qui est primarisée, qui donne des matières premières au marché mondial. Donc ils ont ces problématiques-là. Une économie informelle qui reste très importante. On ne peut pas raisonner, si vous voulez. La corruption est un phénomène qui existe, bien sûr, qui est indéniable, mais qui est à la fois dans le secteur privé, dans le secteur public. Tout ça existe. Et n'a pas attendu de Chavez pour arriver au Venezuela. Ce sont typiquement les problématiques, je vous dis, des pays pétroliers. Oui, mais en même temps, vous dites que ce sont les problématiques typiques et on présente parfois Chavez comme un héros qui a révolutionné... Non, mais c'est pas pour ça qu'on le présente comme un héros. Juste un tout petit exemple. Réforme agraire. Le Venezuela a augmenté sa production agricole de 44%. Bon. C'est très discutable. Vous savez, les chiffres sont très discutés. Par exemple, pour le lait, on n'a plus aucun chiffre depuis plusieurs années. Bon, mais la production agricole a augmenté. Le niveau de vie a augmenté. Les Vénézuéliens consomment davantage. Oui, donc il faut continuer à importer. Donc effectivement, il n'y a pas de réponse simple à ce type de problème. Il n'y a pas de réponse simple. C'est vrai que si on revient sur la notion de révolution, je ne sais pas si on peut dire que la conscience collective du peuple vénézuélien est née avec Hugo Chavez, parce qu'on a vu une politisation, mon Serge est bien placé pour en parler tout au long de la 4e République notamment, mais c'est vrai que le caractère participatif et le fait que les masses populaires se sentent légitimes et agissent et participent aujourd'hui en politique, on voit notamment par le biais des élections ce taux qui est extrêmement fort. Bon, ça, c'est quelque chose. Taux de participation aux élections. Exactement. Sur lequel, on ne pourra pas revenir. Mais ce qui est important aussi dans ce que vous disiez, pour prolonger, c'est aussi que la demande sociale reste très forte au Venezuela. Et de fait, on a aussi des revendications qui vont se faire plus entendre. Et de là, les défis aussi qui restent à assumer à Nicolás Maduro.